Qu'est-ce que vous faites là encore? C'est l'heure du midi. Vous êtes bien gentil d'être présent. On fait des blagues, là, mais on vous aime bien. 514-500-2137. Est-ce que vous croyez que le projet d'enquête publique par la coroner en chef, Mme Rudel-Tessier, pensez-vous là que ça va donner quelque chose? On le souhaite, mais il y en a eu des commissions d'enquête sur l'état de situation des Premières Nations, là. Il y en a eu. Je vous parlais de Davis Inlet, là, les jeunes. Là. Hey, moi, j'étais jeune là, quand c'est arrivé cette affaire-là. Là. C'est toujours pas réglé. Là. Je vous ai montré la photo du jeune. Le dernier jeune que je vous ai montré, là, c'était à Kwasasne, là, à un jet de pierre de chez nous. Peux-tu la remettre à l'écran, le jeune qui s'est suicidé? Oui, Kanatsilo Adams, 18 ans. C'est grave, ça. La fille, Bluto, j'en ai des Bluto dans ma famille, 14 ans de suicide. Alors, si on fait une enquête pour comprendre les causes puis faire des états de situation, moi, je suis plus capable. On la connaît, la situation. Maintenant, parlant de situation, de revendication, comment ça marche, cette affaire-là? Moi, j'ai vu, comme vous, le chef Landry des Abénaquis de Woolinac. Là, premièrement, Woolinac, Bécancour, c'est ça rive sud de Trois-Rivières. Eh bien, je savais même pas qu'il y avait des Premières Nations dans ce coin-là. Alors, on a la responsable de tous ces dossiers-là au bout du fil qui va nous expliquer pourquoi le grand chef Landry est sorti, a revendiqué le lac Saint-Pierre, le territoire de pêche, puis qu'on ne pouvait pas faire de floche pendant une période où les gens sont là. Alors, écoutez bien ça, puis on va apprendre un peu le langage, ça va être bien. On a au bout du fil Mme Suzy Obam-Sawin, qui est directrice du bureau du DAKINA, Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Bonjour. Oui, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Là, je ne sais pas si j'ai tout bien prononcé, mais le bureau du DAKINA. DAKINA, oui, ça veut dire quoi, ça, DAKINA? Ça veut dire tout simplement notre territoire. Ah, c'est bien. C'est vraiment une traduction. En Abénaki, on ne fait pas les choses compliquées. Là. Généralement, nos mots sont très simples, on doit au but, donc oui. Ça veut simplement dire notre territoire. OK. Est-ce qu'il y a des logiciels, évidemment, là, je divague là, du sujet, mais est-ce qu'il y a des logiciels maintenant avec les nouvelles technologies où il y a de la traduction et ça se fait tout? Il y a certains sites Internet que vous pouvez aller, surtout en fait du côté américain, oui. Qui offrent des dictionnaires en ligne. Vous pouvez aller faire la liste des différents mots disponibles. Sinon, il y a des dictionnaires aussi qui ont été écrits puis qui sont numérisés, là, qui sont disponibles. Donc, c'est une façon là, d'avoir accès à la langue abénaquille. Oui, mais avec les nouvelles technologies, moi, je suis persuadé des langues qu'on croyait quasiment perdues vont ressurgir. Ça doit aider à préserver la culture, j'imagine. Ça nuit pas. C'est sûr que ça l'aide, mais l'abénaquille est vraiment menacée là, comme langue en tant que telle. Donc, il va falloir faire beaucoup plus que juste utiliser avec les nouvelles technologies. Là, pour, ben oui. C'est ça. Ben oui. Bon, là, on va tomber dans le vif du sujet. Premièrement, vous êtes situé, là, géographiquement parlant, évidemment, on est des ignorants, des analphabètes. Je savais même pas qu'il y avait des Premières Nations abénaquis dans ce secteur-là, Bécancour. Est-ce que c'est proche de la rive? C'est où exactement? En fait, il y a deux communautés abénaquises au Québec. Il y en a une qui est située entre Sorel et Nicolet, qui s'appelle Odanak. Puis l'autre est située vraiment là, à même la municipalité de Bécancour. Donc, c'est vraiment à proximité là, du lac Saint-Pierre pour les deux communautés. Celle d'Odanak longe la rivière Saint-François, puis celle de Woolinac, la rivière Bécancour. Donc, c'est pour aider à vous situer un peu. Oui, exactement. On voit des images à l'écran. J'en ai trouvé justement qui montrent la rivière, la situation géographique et tout ça. Évidemment, là, j'imagine, vous me corrigerez, vous êtes dans votre territoire ancestral, c'est ça? Au fond, c'est ce que vous revendiquez? Les deux communautés sont, c'est vraiment ce qu'on appelle communément des réserves indiennes, Odanak et Woolinac. Sinon, le reste, oui, c'est ce qu'on appelle le territoire ancestral. OK, donc, mais ça, réserve, j'espère que ça va changer un jour, ce statut juridique-là, c'est bien triste. Juste l'appellation, ça donne froid dans le dos, là, quand on regarde ça avec un recul. Alors là, vous êtes sur, admettons, là, corrigez-moi, Woolinac, je pense que c'est 1 km². Quand je vais sur votre site web, où on vous montre le site web à l'écran, vous avez des gens sur réserve, hors réserve, puis il y a des liens, j'imagine, avec l'autre communauté autochtone entre Nicolette et Sorel. C'est-tu Sorel? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, vous avez des liens là, entre les deux. Oui, tout à fait. En fait, le Grand Conseil de la Nation Wabanaki regroupe des services pour les deux communautés. Donc, nous, c'est, comme vous dites, là, le terme réserve, on l'utilise vraiment de moins en moins, autre quand que ça aide à la compréhension là, des gens, mais généralement, on utilise le mot communauté autochtone.
Puis les deux communautés sont en constante relation. On a aussi des membres qui sont situés aux États-Unis et en Ontario, donc les services s'offrent pas juste aux gens qui habitent sur les communautés, mais aussi à l'extérieur, parce que, comme vous dites, notre territoire est vraiment officiellement reconnu et vraiment limité. Il nous reste 7 km². Ah oui? Odanak est plus grand que Wolinak, donc c'est très petit là pour pouvoir contenir. On est rendu près de 3000 membres, donc 3000 personnes sur 7 km². Oh. Ça se fait pas vraiment. Oui. Non, mais je vous comprends. Moi, à Huntingdon, j'avais 3 km² de territoire. C'était trop petit. C'était un petit noyau urbain, puis on était 2500. Là, puis on avait de la misère à s'endurer. Là. Alors, vous faites face à un problème, entre guillemets, aussi de jeunesse. Hein? La jeunesse, ça pousse, il y a des naissances. Alors, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'espace. Mais là, quand le chef est sorti cette semaine ou la semaine dernière, moi, je me suis pogné la tête à deux mains. Je me suis dit, mais c'est pas vrai que la Ville de Montréal a oublié d'aller consulter ou en tout cas d'aller demander l'avis à quelqu'un dont c'était obligatoire. Là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une obligation de s'adresser à vous dans tout le processus. Vrai ou pas vrai? En fait, l'obligation de consulter incombe à la couronne, donc vraiment au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial. La Ville de Montréal, ce qu'elle aurait pu faire de mieux dans ce cas-là, aurait été de venir s'asseoir avec nous et nous présenter son projet. Mais en tant que telle, elle n'a pas l'obligation légale de consulter les Autochtones à ce niveau-là. Donc, le fédéral là, ou le provincial, là, le gouvernement qui est en haut du municipal, était un peu fiduciaire de cette obligation-là de vous consulter, puis ils ne l'ont pas fait non plus, là. Non, tout à fait. On n'a eu aucune consultation à cet effet-là. Vous l'avez appris des nouvelles, comme nous autres? Oui. Comme tout le monde. Mais c'est donc bien ridicule. Moi, je vous dis, je me frappais la tête à deux mains. Je me disais, bon, je savais que le fédéral devait donner une autorisation. Il y a des poissons, il y a des aspects fédéraux. Je savais que Québec devait donner aussi un certificat d'autorisation. C'est une municipalité, ça relève de la créature provinciale. Mais là, qu'on ait encore une fois oublié, ça a l'air fréquent de vous oublier, hein? Malheureusement, oui. C'est sûr que les choses s'améliorent quand même parce qu'on a créé justement un bureau pour gérer toutes ces consultations territoriales-là en 2013. Donc, les 2 dernières années, on est plus présent sur le territoire, on est aussi plus alerte, donc ça permet de pouvoir mieux se positionner. Mais ça reste que oui, c'est une obligation qui est fréquemment oubliée. Ça, c'est votre travail, ça, j'imagine, de faire de la représentation, d'être sur les tables, de dire « Hey, oubliez pas, on est là », puis de faire pression, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Il faut comprendre aussi que l'obligation de consulter, pour nous, c'est pas un droit de veto non plus. C'est vraiment une façon d'accommoder le plus possible nos membres pour éviter que les impacts des différents projets ne se fassent pas trop sentir. Donc, parfois, là, un exemple vraiment facile, les gens veulent construire un sentier de motoneige, puis nous, on a un membre qui, son spot de chasse est directement dans le tracé du sentier. On va demander, est-ce possible de contourner cet endroit-là pour éviter que le membre perde son endroit de chasse. Puis, généralement, est-ce que c'est bon, la réponse des Blancs? Est-ce qu'ils disent « Oui, on va t'accommoder » ou « On veut rien savoir » ? Moi, j'utilise jamais le terme blanc, le terme non autochtone. Je vous dirais que ça a des degrés variables, mais nous, on est vraiment dans une approche collaborative. Donc, je pense qu'avec cette approche-là, ça fait en sorte d'obtenir plus aisément les accommodements qu'on demande. On s'entend que nous, c'est pas non plus, on comprend là, que les promoteurs ont des projets et tout ça, puis qu'il y a des dynamiques reliées à tout ça. Sauf que généralement, ça va bien. Parfois, c'est plus difficile. Ça demande plus de négociations, plus de travail et de concertation à même nos élus, parce que ça veut pas dire que tout le monde a la même position non plus. En plus, c'est vrai, à l'interne. Donc, ça demande des efforts quand même, mais je dirais que ça va bien, là. Mais c'est quand on est oublié puis que là, ça a des impacts, que là, c'est plus difficile à gérer. Mais le patron disait à la télé, j'ai entendu un bout là, en disant, ben sapristi, c'est là qu'on va pêcher éventuellement les litres de merde, là, ça va se ramasser dans ce territoire-là. Il y a des inquiétudes, j'imagine, il y a des craintes. On est-tu dans une période de pêche spécifique? En ce moment, c'est surtout la chasse aux oiseaux migrateurs. Donc, la plupart de nos membres vont aux abords du lac Saint-Pierre pour chasser. Donc, c'est sûr que le déversement de Montréal, là, c'est pas la seule ville qui déverse.
c'est bien important de comprendre qu'on est tout à fait conscient là, que c'est pas la première fois que ça se produit, puis on espère que ça va être la dernière fois, mais bon, notre sortie publique était aussi une façon de dire peut-être qu'il faudrait en parler, là, de trouver des solutions autres que de déverser dans le fleuve. Là. On est capable, je pense, au moment où on est rendu dans l'histoire, à développer des technologies autres que de juste dire on va prendre le fleuve comme notre poubelle. Donc, c'est ça. Puis nous, c'est sûr que le lac Saint-Pierre, pour nous, c'est inquiétant, tout ce qui passe par le lac. Déjà, le trafic maritime, c'est une chose, mais aussi tout en fait qui se ramasse dans le lac fait en sorte de fragiliser de plus en plus l'écosystème. Puis pour nous, c'est vraiment le lieu le plus sensible du territoire. C'est le lieu où il y a plus d'utilisation par nos membres, autant pour la chasse que pour la pêche. Donc, c'est pour ça qu'on est que c'est inquiétant dans le fond. Mais je vous écoute parler, là, évidemment, moi j'embrasse tout ça, là, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais je vous regarde, là, vous voyez la photo à l'écran de la DIAT, vous êtes quelqu'un de la relève, vous êtes de la jeune génération, professionnelle, articulée et tout ça. Mais vous voyez l'avenir comment? On me disait même qu'en Saskatchewan, au tournant de la fin du siècle qu'on vit, là, les Autochtones vont être majoritaires. Là. Vous allez vivre une grande période. Là. Ça va être difficile, mais comment vous vivez ça, vous, étant jeune? Là? Avez-vous le feu sacré? Quoi? Ça doit être particulier. Je dirais que c'est énormément de pression sur nous en ce moment, justement parce que nos aînés ont été peut-être plus discrets, n'ont pas voulu déranger, ont voulu comme laisser un peu la place. Puis là, nous, on reprend un peu le flambeau en étant beaucoup plus outillés qu'à l'époque, en comprenant beaucoup plus tout ce qui se passe, puis en étant éduqués surtout. C'est sûr que là, on a la pression de nos aînés de dire, ben là, allez-y, prenez votre place, faites en sorte de vous faire entendre. Il y a des discussions qu'on a avec les différents paliers de gouvernement qui perdurent depuis des années. Je vous dirais que les jeunes ils ne sont plus patients. Donc, ils veulent les changements qui sont, vraiment majeurs, mais qui vont être bénéfiques là, pour les communautés, puis je pense pour la société de façon générale. Ben oui. Ah non, mais bravo, puis restez, surtout, là, conseil d'un vieux mononcle Marcel, restez impatient, là, s'il vous plaît, là, lâchez pas, là. Vraiment, bravo. Hey, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, alors, c'était Suzy Aubin-Sawin, qui, elle, est en charge, justement, de toutes ces négociations-là avec, comme on dirait, les voisins. Les voisins.